Bonjour à toutes et à tous. Comment ouvrir la voie aux innovations en santé dans les hôpitaux et comment inclure les directions achats dans ce process? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette table ronde avec nos trois invités. Margot Boulier de BPI France Le Hub, responsable au programme Direction Achat pour l'innovation et les communautés corporate. Walid Bembrahim, directeur général d'Uni Achat. Et Jean-Philippe Agassoussi, directeur des achats au HCL, les Hospices Civils de Lyon. Bonjour à tous les trois et bienvenue Bonjour. sur le plateau de la Bonjour. French Care. Alors, c'est effectivement une question clé quand on parle d'innovation en santé. Comment faire pour qu'une solution innovante ne soit pas bloquée au moment de l'achat, alors qu'elle a souvent déjà passé la phase de validation par les métiers? Nous allons voir dans cette table ronde que l'aspect de l'achat hospitalier est bien plus qu'une simple procédure ou une question de prix, et que les directions achats ont un rôle central à jouer pour intégrer ces innovations. Margot Boulier, je vais me retourner vers vous pour commencer. Avec BPI France Le Hub, vous connectez les startups, les porteuses d'innovation, les grands groupes, les institutions, pour qu'on comprenne comment fonctionne cette chaîne, à quel stade interviennent les directions achats et pourquoi c'est important de les intégrer tôt dans ces projets. Alors, très bonne question. Et je commencerai déjà par dire que ça dépend de la maturité de l'organisation et de si elle est rattachée et soumise au cadre de la commande publique ou non. Mais de manière générale, nous, ce qu'on observe, je vais parler du cas le plus embêtant finalement pour que les organisations réussissent à avancer. C'est le cas où les directions achats vont être intégrées dans la boucle des discussions sur un projet innovant sur le tard. À savoir, après qu'un test ait été mené par une business unit, une unité, un métier, en partenariat avec une direction innovation, parfois la DSI, que finalement ce test a convenu aux personnes qui allaient utiliser l'innovation. Donc ils sont convaincus en interne, ils ont fait l'effort de monter en compétence sur ce sujet, de l'intégrer dans leurs usages. Et puis là, on se tourne vers les achats en disant il faut maintenant contractualiser sur le long terme. Il faut officialiser cette relation. Et patatras. En fait, il y a énormément d'éléments qui doivent être validés par la direction achat. On se rend compte à ce moment-là, puisqu'on commence les discussions avec elle, qu'il y a beaucoup de critères qui auraient pu être anticipés dans les discussions préparées en amont, qui ne l'ont pas été. Ça met donc le projet en stop ou en pause, dans le meilleur des cas. Et on sait que c'est catastrophique, ce temps long Bien pour sûr, ces innovations en bien sûr. santé. Walid Benbrahim, côté donc centrale d'achat, côté Uni Achat, comment est-ce que vous partagez cette vision déjà? Et puis là aussi, comment est-ce que les achats doivent devenir des partenaires finalement de l'innovation et non les derniers interlocuteurs comme vous venez de le décrire? Oui, on partage évidemment ces enjeux, tout simplement parce que l'achat hospitalier, il a un rôle, y compris vis-à-vis du chef d'établissement et des chefs d'établissement, qui est un rôle triple. D'abord, il y a un sujet de sécurité juridique. Vous l'avez dit, les établissements, en particulier publics de santé, sont soumis au code de la commande publique. C'est une question, un enjeu de bonne utilisation des deniers publics, hein, qui est un enjeu déjà très, très lointain et qui est applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs à partir du moment où ce sont des personnes publiques. Et ça, déjà, c'est un premier enjeu important. Il y a un enjeu de cadrage économique. On a parlé de prix, on a parlé de modèles économiques aussi qui peuvent être discutés très en amont avec des directions achats. Ce n'est pas l'apanage des métiers et c'est normal, on ne leur demande pas de discuter ce modèle-là. Et puis, il y a tous les enjeux autour de la façon dont une solution, un bien, un service va s'intégrer dans l'écosystème d'un hôpital, qui est un écosystème souvent très complexe. Si on parle par exemple d'un logiciel, en général, il y a entre 150 et 200 logiciels dans un hôpital. Donc, il faut que ça s'intègre dans une urbanisation, dans un ensemble. Et tout ça, ce sont les directions achats, mais aussi les autres directions, hein, de l'hôpital qui vont travailler ça en amont. Donc, nous, on partage vraiment cette conviction et on invite l'ensemble des sociétés, des startups qui veulent innover à se connecter très vite aux directions avec Ernest, parce qu'en fait, il y a la direction achat, il y en a d'autres, pour que le projet ait vraiment toutes les chances de s'intégrer de manière pérenne dans l'hôpital. C'est vraiment une condition de réussite très importante. Et on joue un rôle, on pourra le détailler tout à l'heure. On a créé des structures qui permettent de faire ce pont Mmh. entre les startups innovantes et les hôpitaux dans toute leur diversité.
Alors maintenant, on va se tourner vers une direction achat que vous incarnez, Jean-Philippe Agassouci, aux Hospices civils de Lyon. Vous parliez de maturité de l'organisation, Margot Boulier, une certaine maturité, puisque finalement, vous avez fait le choix de couvrir l'ensemble des segments et vous allez nous raconter en fait comment cette vision finalement vous aide à aborder l'innovation. Alors, je vous remercie. Effectivement, la direction des achats des HCL a cette histoire et cette maturité qui aujourd'hui en fait une direction des achats robuste qui couvre l'ensemble des périmètres achats et qui est organisée avec une certaine structuration des métiers qui permet de gérer l'ensemble du processus achat d'une manière à la fois sécurisée, performante et en adéquation avec les enjeux de l'hôpital. Le cadre de l'intégration de l'innovation amène je dirais une obligation de transformation de l'organisation des achats. Dans le cadre du plan stratégique 2035, les HCL, dans son plan stratégique 2035, intègrent l'innovation comme un des axes stratégiques. C'est un vrai axe stratégique sur un temps long qui nécessite, pour que l'ensemble de l'organisation se mettent aussi au diapason de cette attention particulière. L'axe en question, pour donner cet exemple, c'est l'accélération de l'innovation biomédicale au service des patients. La direction des achats, dans ce cadre-là, a comme rôle, je dirais comme enjeu principal, de se positionner un petit peu différemment que par le passé et d'avoir cette capacité dans un triptyque constitué par le marché fournisseur, le besoin de l'institution et le projet innovant, de pouvoir se mettre à l'interface et rendre possible par un certain mécanisme qui va décliner d'une stratégie achat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le mode de fonctionnement de l'organisation achat est en train de changer avec un mode classique qui amène de la robustesse, de la pérennité, un fonctionnement qui amène de la sécurité juridique pour traiter l'ensemble des besoins de l'hôpital. Et puis, un fonctionnement qui doit être un fonctionnement agile, qui doit permettre de répondre à des enjeux qui sont complètement différents quand on parle d'un cadre innovant. C'est un mode qui permet, je dirais un mode de fonctionnement agile qui permet de répondre aux enjeux de time to market, qui permet de répondre aux enjeux d'adaptation, qui permet de répondre aux enjeux que présentent souvent des projets qui sont un fonctionnement par itération successive. Et ça, en termes de posture et de positionnement dans les équipes qui traitent de ce genre de sujet, c'est une posture qui est nouvelle, qui implique beaucoup de collaboratifs, qui implique de travailler en amont avec les partenaires et l'ensemble des directions, qui implique finalement de devenir un peu moins acheteur, un peu plus business partner. Donc, on l'a bien compris, il faut absolument que la direction des JASA soit informée très tôt dans ce processus. Ce mode agile, Margot Boulier, vous parliez tout à l'heure d'un des points de crispation, notamment autour de la commande publique, et qu'on pouvait anticiper beaucoup de choses en amenant les directions achats tôt dans le processus. Quels sont généralement les points de blocage qu'on pourrait anticiper et comment notamment entre quand une start-up amène une preuve de concept jusqu'à ce qu'elle se déploie en fait? Alors, effectivement, il va y avoir différents points de blocage sur la chaîne de valeur et ça va de déjà réussir à identifier la start-up ou se faire voir et se faire bien voir du côté de la start-up au début par le grand groupe, jusqu'à effectivement amener toutes les preuves de réassurance pour permettre à ce POC d'être déployé. Nous, ce qu'on constate, c'est que dans les éléments les plus bloquants, les plus récurrents, il y a déjà l'aspect contractuel. Quand on est une start-up, imaginez-vous, on a un super produit qui est quasiment unique sur le marché aujourd'hui. On a lancé des discussions avec une entité publique ou privée, peu importe. On est en liste pour gagner ce contrat et puis d'un seul coup, on reçoit un contrat de 200 pages. Et en fait, moi, côté start-up, mon équipe juridique, c'est moi-même, éventuellement un freelance que je paye une journée par mois. Si je suis plus mature, je peux avoir une équipe. Mais ce contrat de 200 pages, il est très difficile à relire. Et là-dedans, on va évidemment trouver un certain nombre de clauses qui n'ont pas été adaptées
à mon niveau de maturité, à mon avancement dans le projet, et qui n'intègre pas non plus l'agilité dont on va avoir besoin dans ce partenariat pour faire évoluer le partenariat au fur et à mesure de la montée à l'échelle. Donc il y a cet aspect contractuel qui doit prendre en compte cette agilité, et je trouve que c'est un très bon terme qui a été utilisé parce que c'est un travail qui doit être mené aujourd'hui par les directions achats, qui peut être mené de réflexion autour de où est-ce qu'on peut aller chercher ces éléments de souplesse, ces éléments d'agilité, sur quoi est-ce qu'on peut adapter notre discours et nos attentes par rapport à cette typologie d'entreprise qui est assez spécifique. Et ça ne nécessite pas d'être dans une réflexion à l'instant T, mais plutôt à différents moments clés du programme, puisqu'au fur et à mesure de l'avancée et du développement de la start-up, on va pouvoir aussi faire avancer nos exigences, nos critères, et revoir la manière dont on a construit le partenariat. Donc on voit bien cette importance de la souplesse et de la robustesse même des directions achats. Et si on se met de l'autre côté, donc du côté des startups innovantes, Walid Benbrahim, on parlait de maturité. Quels critères finalement elle doit atteindre pour être identifiée, pour apporter des preuves où est-ce qu'elle doit être? L'idée pour nous, c'est d'en avoir le moins possible d'exigences au moins au départ. La première exigence qu'on va avoir, c'est la capacité que cette startup ou cette solution va amener une réponse à un besoin hospitalier. Ça, c'est vraiment, à la limite, même le seul critère qui vaille au départ. Et derrière, toutes les barrières ou tous les obstacles, nous, on essaye de les lever ou de les abaisser. Déjà, on casse souvent une idée reçue. C'est-à-dire, nous, on est une grosse centrale d'achat nationale. On a 75% de nos titulaires qui sont des PME. Donc, en fait, c'est pas parce qu'on est une grosse centrale d'achat qu'on a que des gros industriels en face. Ça, c'est un premier sujet parce que forcément, quand on voit des startups qui vont voir des hôpitaux, c'est déjà des grosses structures. A fortiori, les gros CHU. Une centrale d'achat nationale, c'est encore plus gros. Donc, il faut démystifier ça en disant oui, on est accessible. On essaye d'être un peu mieux compris, d'accompagner aussi les startups, vous l'avez très bien décrit, des startups qui n'ont pas les moyens de relire, d'analyser des contrats de 200 pages. Donc, on essaye de simplifier le procédure. On a des sujets communs avec le ministère de l'économie qui portent aussi des processus comme dites-le nous une fois. C'est-à-dire qu'on essaye d'éviter de redemander à chaque fois qu'une startup doit candidater un tas d'informations qui fait de la paperasserie et un peu de complexité. Et puis, on essaye de démystifier le sujet de répondre à un appel d'offres. Parce que parfois, ça peut être, effectivement, ça peut sembler être une montagne. On a fait des formations, on fait des accompagnements. On a une vingtaine de startups qui ont déjà été accompagnées par une IHA pour les accompagner pas à pas avant de répondre à un marché. Et puis après, dernier point, hyper important aussi, d'avoir des outils contractuels qui permettent de la souplesse et de l'agilité. On a monté, par exemple, et notamment en partenariat avec les Hospices civils de Lyon, un système d'acquisition dynamique. C'est-à-dire que c'est un contrat qui peut vivre pendant les 4 années. On n'est pas obligé d'attendre 4 ans pour renouveler et faire rentrer des nouvelles entreprises ou faire rentrer de nouveaux produits quand une entreprise développe une nouvelle version, par exemple, de son logiciel ou une version d'un produit, et qui permet de traiter de manière dynamique en fait, les candidatures tout au long des 4 ans du marché. Donc ça permet aux entreprises de ne pas rester bloquées. C'est souvent ça aussi qui nous est dit en disant on répond à un marché, on est bloqué pendant 4 ans avec un produit et un prix. Là, on peut avoir cette souplesse contractuelle. Et ça, c'est des outils qu'on peut manier aussi. Parce que si vous le faites une fois avec nous, on a 1500 adhérents. Donc, on le fait une fois avec une IHA et après, le contrat, il est fait pour potentiellement tout notre réseau. Donc, c'est aussi le levier qui est puissant pour les startups innovantes. Je voudrais revenir sur cette histoire de critères et de maturité avec vous, Jean-Philippe Agasoussi. On parlait tout à l'heure de cadrage économique nécessaire au sein des directions achats, mais vous avez la conviction que pour l'innovation, la valeur est ailleurs finalement. Et j'aimerais qu'on parle de cette équation finalement de valeur dans laquelle le prix n'est pas la... Alors, je vous remercie. Effectivement, l'équation économique peut prendre plusieurs... je dirais l'équation économique, c'est la partie visible de l'iceberg.
c'est effectivement ce que l'on va identifier en premier lieu et qui est nécessaire mais pas suffisant. Quand on parle d'innovation, on parle de sujets qui vont apporter une valeur qui n'existait pas avant. Donc les éléments de comparaison vont être différents. Quelle est la valeur de l'absence de cette innovation? Elle arrive un an plus tard. Qu'est-ce qu'elle n'a pas permis de réaliser comme changement de pratique, comme nombre de vies sauvées, comme efficience gagnée sur une organisation? Donc la notion de valeur économique et on va dire, passez-moi l'expression, mais de niveau de prix à l'achat est à nuancer par rapport à la valeur qui est portée sur l'ensemble des autres champs de performance. Alors évidemment, le rôle de l'acheteur, c'est d'amener une certaine rationalité, expliquer que ce produit-là a une valeur différenciante inouïe et qu'il est indispensable à l'hôpital. Pour un produit, un service ou une solution qui n'existait pas 6 mois au préalable, c'est une affirmation extraordinaire, ça nécessite des preuves solides. Donc ça, c'est le rôle de l'acheteur, d'amener à rationaliser ces éléments-là. Maintenant, un des éléments sur la question de la mesure de la valeur, c'est d'abord d'identifier les portes d'entrée. Et elles sont complexes, elles sont multiples. Les portes d'entrée pour l'hôpital, en ce qui concerne l'hôpital pour une start-up, ces portes d'entrée, c'est une situation de travail avec les directions de l'innovation, mais en parallèle avec une capacité à se faire connaître par les directions achats concernées. C'est un travail avec la direction de la recherche en santé, avec en tout cas les directions qui portent les sujets techniques et technologiques et qui vont être amenées à être, on va dire, les early adopters, les sachants du domaine et qui vont avoir, entre guillemets, à porter ces sujets-là en premier lieu. Ça peut être aussi une entrée par les tiers-lieux. Typiquement, aux HCL, on va avoir cette capacité à présenter des solutions et des démonstrateurs dans des tiers-lieux tels que Collab 3D, qui est un tiers-lieu avec une logique de fabrication additive on va avoir des lieux d'expérimentation pour des solutions robotiques. On va pouvoir apporter cette diversité d'entrées possibles qui vont essayer de répondre à différents profils d'offres et à différentes solutions présentes sur le marché. Le point central, par contre, et ça, je voudrais prendre juste Bien 2 sûr, minutes allez-y. pour l'évoquer, le point central sur l'accès à l'innovation, c'est de dérouler une stratégie achat qui est cohérente avec ce que l'on a évoqué tout à l'heure, c'est le triptyque entre un marché fournisseur, un besoin identifié pour l'institution et un projet innovant qui a été, je dirais, identifié dans une phase très en amont de démonstration ou autre. Il faut construire une stratégie achat. Et cette stratégie achat, elle va permettre de faire appel, de travailler, comme l'a expliqué Walid Ben Brahim, de travailler sur un modèle économique. Elle va permettre de travailler sur une solution de financement. Par exemple, dans le cadre d'un appel à projet avec des financements qui peuvent être soutenus par BPI-France, par exemple. Elle va permettre d'apporter, je dirais, des solutions qui contractuellement essaye de faire la passerelle entre la réalité économique d'un CHU dans son contexte et les besoins d'une start-up dans son contexte à elle. Le deuxième levier, c'est le lien avec le marché. Et là, je voulais évoquer peut-être ce dernier point. C'est que par rapport au marché fournisseur et en lien avec l'obligation que l'on va avoir d'une part de respect du code de la commande publique et d'autre part d'apporter de la valeur qui correspond aux besoins de l'institution, nous, on identifie 3 typologies, on va dire 3 grandes familles d'innovation. On va avoir des innovations de rupture, où là, je dirais l'enjeu, c'est on est sur une innovation qui n'existe pas, dont le besoin identifié, c'est l'institution. Et on est sur une innovation qui est suffisamment différenciante pour ne pas avoir d'éléments comparatifs. Là, la première approche, pour nous, c'est plutôt de gérer par nous-mêmes, contractuellement, l'ensemble de la démarche avec un mode agile. On va avoir un deuxième cadre qui est l'innovation, on va dire,
toujours technologique, mais avec une notion de l'innovation améliorative. Je ne sais pas si le terme le terme est le bon, je pense que vous en avez des meilleurs, mais qui va correspondre à une situation où le marché est en train d'accélérer sur une solution, où on va avoir un acteur, puis deux, puis trois, qui vont proposer des solutions avec une logique d'upgrade très rapide pour monter en gamme vers une solution qui, elle, va amener la performance. Là, on est sur une démarche différente qui va plutôt cadrer avec le schéma qu'évoquait Walid Ben Brahim tout à l'heure, qui est un schéma d'un mode contractuel agile sur lequel on peut s'adosser pour absorber les évolutions sans remettre en cause complètement la nature de la relation avec le partenaire qui aura été choisi. Et ça, globalement, ça intéresse plusieurs CHU, en général l'ensemble des CHU, puisque c'est quelque chose qui se déploie sur l'ensemble des activités. Et puis on a la troisième particularité, c'est l'innovation plus globale. On ne va pas seulement parler de technologie ou de produits, mais où on va parler d'innovation de process, d'innovation contractuelle, et où là, je dirais, c'est un tout avec une particularité qui nécessite parfois de ciseler le contrat exactement adapté aux besoins. C'est en général des marchés relativement complexes sur lesquels on préfère conserver la main. Voilà, et ça, c'est un élément de la stratégie qui nous permet de faire du make or buy. Et finalement, alors je dirais pour évoquer cela, les centrales d'achat, et donc UniAchat va se positionner dans ce cadre comme un fournisseur comme les autres, mais en fait pas tout à fait, parce qu'on a quand même une logique historique, un partenariat installé qui fait qu'on va avoir un alignement stratégique qui va nous permettre d'orienter les choix et de couvrir la complétude des besoins entre, d'une part, ce que l'on peut traiter en interne et le relais qui peut être traité en partenariat avec UniAchat. Et justement, vous m'offrez la transition. Comment ce partenariat est-il structuré puisque vous travaillez ensemble? Comment est-ce que vous avez cette capacité à aller scanner? On parlait d'identifier, au-delà de mesurer la valeur, on va y revenir, mais comment vous identifiez et comment vous articulez ces ressources entre l'exemple des HCL et UniAchat? On a créé, parce qu'on avait le sentiment que c'était vraiment nécessaire, on a créé une structure qui s'appelle le Lab Innovation à l'intérieur d'UniAchat, qui est vraiment là pour faire ce trait d'union. C'est la porte d'entrée pour les startups, d'abord parce qu'on a vraiment le sentiment qu'il y avait besoin de ce niveau d'accessibilité. Donc on a des équipes qui sont parfaitement connectées, tous les programmes nationaux, qui connaissent aussi les programmes de la BPI, qui connaissent tous ces sujets-là et qui permettent d'avoir un premier accès, un guichet, des formations, de l'accessibilité à la commande publique, et qui également sont dans les hôpitaux, sont auprès des tiers-lieux. On a aujourd'hui un marché qui couvre un ensemble de tiers-lieux dans les CHU en France et qui nous permettent aussi de faire cet équilibre et ce trait d'union en fait, entre les hôpitaux, leurs besoins, les startups et leurs besoins. Donc c'est vraiment une équipe dédiée qui est à Paris, qui est là pour ça, et dont c'est le métier au quotidien. Margot Boulier, je voudrais qu'on revienne sur cette fameuse stratégie achat dont parlait Jean-Philippe Agasoussi. Vous avez lancé à BPI le programme DAPI, donc Direction Achat pour l'innovation. Et de quoi s'agit-il? Et justement, comment est-ce que vous formez les directions achats qui sont peut-être moins matures que celles des HCL? Oui, alors, DAPI, donc effectivement, Direction Achat pour l'innovation, c'est un programme qu'on a lancé il y a 3 ans, qui est un programme d'accompagnement qui va proposer aux directions achats qui nous rejoignent un dispositif qui va durer 12 mois et qui se base sur 3 piliers: le conseil, la formation et les échanges entre pairs. Et avant de rentrer dans un petit détail de ce qu'on entend par conseil, formation et échange entre pairs, je tiens à souligner que c'est un programme qui s'adapte finalement à la maturité des acteurs, et on a vu passer dans les promotions 1 et 2 des acteurs qui étaient très avancés, qui avaient déjà impacté leur organisation pour intégrer dans la direction achat des équipes dédiées à ces sujets achats d'innovation, voire qui avaient carrément imaginé des modèles de partenariat dédiés aussi en fonction des projets qui devaient être déployés. Et puis, on avait aussi des acteurs qui prenaient le sujet, qui avaient envie de le défricher et qui avaient besoin d'accompagnement pour ça. Donc il y a une belle hétérogénéité à la fois dans les secteurs d'activité, dans le niveau d'avancée et de maturité des acteurs qui nous rejoignent. Et à travers le parcours conseil, ce qu'on va leur proposer comme première étape, c'est déjà de réaliser un diagnostic de maturité.
Ce diagnostic, il est rapide, il est opéré par un partenaire qui est SIA, un cabinet de conseil, et qui va leur permettre d'identifier en fait ce qu'ils font à date. Comment est-ce qu'ils le font? En interviewant des personnes de la direction achat, des personnes des business units, des personnes de l'innovation. Et puis, ça va aussi leur permettre de poser sur le papier, de clarifier leur ambition. Vers quoi est-ce qu'ils souhaitent tendre en tant que direction achat? Quelle peut être la stratégie aussi qu'ils ont envie de déployer? Et donc, ce travail pose un cadre et va permettre à chacun d'identifier ses priorités. Ce que nous, on va prendre et on va intégrer ensuite dans le parcours de formation, qui est déployé là aussi en partenariat, à nouveau avec SIA, avec Kedge Executive Education, qui a un master achat innovation dédié à ces sujets, et puis des acteurs externes qui viennent du monde du venture capital, des entrepreneurs qui viennent aussi témoigner, des directeurs achats qui ont mis en place des choses hyper intéressantes et qui viennent raconter le comment est-ce qu'ils ont pu réussir à mettre en œuvre ces éléments-là. Tout ça pour dire que la sauce secrète finalement de ce programme, c'est les échanges entre pairs, avant toute chose, parce que de là découlent des choses formidables. Et nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est brasser aussi les origines sectorielles, parce qu'on va mettre des acteurs du public, des acteurs de la santé, des acteurs industriels, des acteurs du tertiaire, qui ont tous leurs contraintes, qui ont tous aussi leur mode de fonctionnement, et qui sont tous finalement au départ convaincus qu'il n'y a pas tellement d'autres manières de faire que la leur. Et finalement, en discutant avec des acteurs qui sont soumis à d'autres contraintes, vont découvrir des idées qui sont intéressantes pour eux. Donc ça, c'est le premier ingrédient. Le deuxième, c'est évidemment tout ce florilège d'experts qui viennent d'horizons très différents et qui vont, par leur point de vue et tous leurs apports, permettre à chacun de bénéficier des bons conseils au bon moment par rapport à leur niveau de maturité. Et puis, le troisième ingrédient, c'est effectivement cette capacité aussi que vont avoir les partenaires de ce programme à déployer différents moyens d'accompagnement individuels, collectifs, pour permettre de mettre en musique tout ça et qu'à la fin de ce dispositif, on puisse atterrir à des résultats concrets dans chacune des entreprises. On arrive à la fin de cette table ronde et je vous propose tous les trois de conclure par un conseil que vous pourriez apporter à une start-up qui souhaite intégrer comme ça une innovation dans des achats hospitaliers. Est-ce que vous voulez commencer, Jean-Philippe Agasoussi? Alors, disons que moi, ça va être assez simple et très direct. Je dirais que le propre de la capacité à absorber l'innovation dans un contexte d'un CHU, mais dans un contexte d'institution ou d'entreprise, c'est de l'enthousiasme et de la curiosité. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un esprit ouvert et être capable de capter des signaux qui viennent de canaux extrêmement divers et extrêmement complexes. Donc mon seul conseil, c'est appelez-moi et ensuite on verra. Walid Ben Brahim. Oui, finalement, c'est le même conseil. Surtout, n'hésitez pas à venir nous voir. Et on a vraiment là des échanges en plus sur le salon passionnants avec plein de jeunes entrepreneurs qui viennent nous voir, qui ont des idées super. Et il faut vraiment voir l'acheteur public comme un levier et non comme un frein. Et vraiment, on est là pour les aider. Il y a une culture qui est en train de se développer dans nos structures. Les grosses structures commencent et c'est normal, elles sont un peu porteuses et innovantes aussi de ce point de vue-là, mais c'est en train vraiment d'essaimer avec des effets de levier qui sont importants. Donc il faut venir nous voir, vraiment. Donc, vous appelez, venir vous voir et vous, Margot, participez à ce programme d'API. Oui, alors, pas pour les startups, puisque nous, on s'adresse vraiment aux directions achats, mais je pense que j'en aurai trois très rapidement. Mais le premier, déjà, c'est oser, parce que je pense que là, ceux qui regarderont ce témoignage le constateront, les directions achats et les acteurs qui gravitent autour du monde des achats sont volontaires. On a parfois une impression que ça va être des acteurs qui ne vont pas avoir envie de nous parler. C'est faux. Il faut oser aller les chercher, il faut oser leur parler, il faut avoir envie de les convaincre. Donc, osez aller les chercher. Le deuxième, c'est formez-vous. Notamment quand vous voulez aller chercher des acteurs publics, répondre à un appel d'offres, ça s'apprend. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas sorcier quand on a les mécaniques, mais il faut les avoir. Et pour ça, il y a effectivement des acteurs comme UniAchat qui proposent des formations qui sont dédiées à ça. Donc, formez-vous avant toute chose. Ça vous fera gagner un temps fou, ça vous évitera des déconvenus et ça permettra de faire du tri aussi dans les dossiers que vous souhaitez traiter.
Et puis, le troisième élément, c'est si vous êtes déjà en discussion avec des acteurs type grands groupes ou institutions, n'hésitez pas rapidement dans ces discussions à demander aussi si on peut intégrer autour de la table un acteur de la direction achat. Parce que vous le verrez, ça peut être des business partners formidables pour vous aider à déverrouiller des points qui pourraient être bloquants à l'avenir s'ils n'ont pas été identifiés suffisamment tôt. Merci pour ces conseils très clairs et très pratiques. Et merci pour votre participation à cette table ronde sur les achats hospitaliers et leur importance dans l'innovation en santé. Merci. Merci beaucoup.